Je ne t'oublierai jamais, guerrière extraterrestre. Même après toutes ces années, la forêt ne semblait toujours pas se soucier du fait que je traversais une crise existentielle. Les arbres restaient là, à juger, tandis que les écureuils partageaient des secrets dans mon dos et qu'un pivert avait sa propre vendetta contre un arbre. J'avais 18 ans et je faisais de la randonnée seul à travers la chaîne des Cascades en Oregon, prenant des décisions naïves et mangeant des barres de boîte de granola sèche comme si je n'avais pas peur du noir. J'ai montré le genre de courage insensé qu'un adolescent sans hypothèque et trop de films d'action pouvaient rassembler. Puis, sans crier gare, un bruit grondant résonna comme si quelqu'un avait jeté un piano dans un mixeur et avait lancé le mixeur dans le soleil. Le bruit déchira la forêt comme une banshee avec des problèmes de moteur, et je me jetai à couvert comme si cela me protégeait de ce qui allait suivre. Les oiseaux piaillaient de terreur en surgissant des cimes des arbres, et je réalisais que j'étais complètement perdu, sans signal ni but. Je fus projeté sur le côté dans un buisson qui sentait le dernier souffle d'un sapin de Noël, tandis que quelque chose s'écrasait au sol avec un impact qui me fit mal aux reins. Mon cœur battait la chamade et la fumée s'élevait dans le ciel devant moi qui avait l'air sombre et étrange, comme si elle était faite d'ombre au lieu de feu. La logique me disait de faire demi-tour. La logique me disait de faire demi-tour. Je suis les conseils de la stupidité parce que je n'ai pas trouvé de météore, mais plutôt un cratère au bord faiblement lumineux, comme si quelqu'un avait fendu la terre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Au centre du cratère, enlacée dans des branches carbonisées et du métal sifflant, elle était elle était là. Elle était inconsciente, à moitié couverte d'une armure fondue, et ses membres étaient exceptionnellement longs et élégants, d'une manière que la nature accorde rarement. Je suis le conseil de la stupidité parce que je n'ai pas trouvé de météore, mais plutôt un cratère au bord faiblement lumineux, comme si quelqu'un avait fendu la terre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Au centre du cratère, enlacée dans des branches de calcinées et du métal sifflant, se trouvait-elle. Elle était inconsciente, à moitié couverte de ce qui ressemblait à une armure fondue, et ses membres étaient exceptionnellement longs et élégants, d'une manière que la nature accorde rarement. Ses longues oreilles élégantes, qui se courbaient légèrement aux extrémités, tressaillirent une fois alors que je m'approchais d'elle. Ma réaction initiale fut « Oh non, j'ai trouvé une étrange cosplayeuse elfe qui a été frappée par des débris spatiaux. » Ma pensée suivante fut « Mais mon Dieu, elle est magnifique. » Sa peau avait un éclat scintillant, sombre, comme la lumière de la lune. Elle avait des coupures le long des côtes qui émettaient une faible lumière bleue. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Elle portait un gant qui clignotait frénétiquement avec des symboles qui semblaient indiquer « Échec du système ». J'aurais dû me précipiter pour chercher de l'aide, prendre un selfie tremblant et le télécharger sur TikTok. Mais, à la place, je me suis agenouillé. J'ai sorti mes fournitures d'urgence et j'ai commencé à lui parler comme si elle pouvait m'entendre. « Hé, dame extraterrestre, s'il te plaît, ne meurs pas. Je n'ai qu'un bandage, un chewing-gum et une idée floue de la RCP tirée du cours de santé. Rien de tout cela ne t'aidera si tu saignes de cette substance luminescente. » Les gens gémit doucement. Ses yeux s'ouvrirent, et pendant un bref instant, le monde se tut. Les rayons de l'alien étaient argentés, pas métalliques. Elle parlait dans une langue qui faisait vibrer mon cerveau comme des dés, mais c'était comme du mercure liquide suspendu dans du verre.
Puis, elle s'évanouit à nouveau et je l'ai traînée jusqu'à une grotte que j'avais vue plus tôt. Cela a pris 2 heures, 3 muscles tendus et plus de grognements, que je ne veux bien l'admettre. Pendant tout ce temps, je m'attendais à ce qu'elle se réveille et me détruise, mais elle ne respirait que faiblement et obstinément à l'intérieur de la grotte. Je remercie le club de survie de l'école secondaire pour leur aide et j'ai posé son armure à côté de moi. Elle se redressa avec une grâce inhumaine, ses yeux scrutant la grotte et moi. Sa main alla à sa poitrine, là où l'armure avait été, et elle se figea. Je levai les 2 mains et murmurai « Hé, pas de mouvement brusque, je ne suis pas une menace. » Je l'ai soignée du mieux que j'ai pu avec de la gaze, et de temps en temps, elle murmurait quelque chose dans sa langue que je ne comprenais pas, presque comme de la musique. Quoi qu'il en soit, je lui ai répondu quand même. Quand elle a enfin rouvert les yeux, c'était le matin. J'avais dormi, couvert de cendres et de terre, et elle a prononcé quelques mots doux, presque musicaux. Elle inclina la tête et ses oreilles se dressèrent, et alors qu'elle disait « Je t'ai trouvé dans un cratère. J'ai dit que tu n'étais pas en grande forme. Je t'ai traîné ici. Je pense que j'ai peut-être disloqué un poumon. Les extraterrestres ont même des poumons. De toute façon, de rien. S'il te plaît, ne me vaporise pas. » Son regard se posa sur le pendentif étrange dans son giron, une forme métallique que je n'avais jamais vue auparavant, nichée parmi les plis de son armure comme une graine. Elle le toucha délicatement, puis se leva et s'approcha de moi avec grâce, mes nerfs à vif, alors que je me préparais à l'inévitable. Au lieu de yeux laser ou peut-être d'une décapitation rapide, elle s'est agenouillée et a étudié mon visage comme si elle s'en imprégnait. Puis, dans un mot ou deux qui ressemblait sauter à « merci » ou « prépare-toi à te désintégrer », elle a bondi hors de la grotte et a disparu dans la brume matinale, ne laissant derrière elle qu'un pendentif chaud et vibrant et un adolescent solitaire qui, 10 ans plus tard, se demande encore s'il avait halluciné le premier rendez-vous le plus intense de l'histoire de la galaxie. Je reniflais ma bière de racine en regardant d'un documentaire extraterrestre à petit budget dans mon appartement, avec des images de vaches louches et de cercles de culture. Le narrateur répétait des choses padiches comme « les civilisations d'avancée pourraient déjà marcher parmi nous ». Et si le général Oreille de la Lune était effectivement parmi nous, elle me ghostait certainement. Le pendentif qu'elle avait laissé reposait sur le rebord de ma fenêtre, bourdonnant doucement de temps en temps, comme s'il avait un estomac plein d'abeilles, mais ce n'était jamais vraiment le cas. Je lui parlais parfois, expliquant que j'étais dans une relation à distance typique. Mais je revenais ensuite à ma croyance délirante que ma vie avait atteint son apogée quand j'avais 18 ans et que j'avais traîné une guerrière extraterrestre de 2 mètres dans une grotte sans réussir à obtenir son numéro. Cette nuit-là, le pendentif pulsa à nouveau et je l'attribuais à mon humeur maussade. Cependant, mes délires furent bénite brisés lorsque le ciel se fendit, accompagné d'une chute soudaine de pression, comme si l'univers avait oublié d'expirer, suivi d'un son incroyablement profond qui ressemblait à « au milieu des plaques tectoniques qui tourbillonnaient avec colère », mon soda s'échappa de la bouteille et se répandit sur le sol. Les nuages se séparèrent lentement à travers le ciel, laissant passer la lumière à travers des traînées de rouge, de violet et de vert pulsants. Ce n'était ni de la foudre, ni des aurores boréales, mais quelque chose de totalement différent. Une déchirure ou une fente, comme celle qui se produit dans les films de science-fiction juste avant que quelqu'un ne se plaigne du silence et soit dévoré par une limace interdimensionnelle. Je me précipitai dehors, pieds nus et mal préparé. Puisque la raison
m'avait déjà quitté, le ciel tourbillonnait et les gens se rassemblaient en pyjama, tenant leur téléphone en l'air comme une école de poissons rouges synchronisée. Soudain, quelque chose de shapeless et prédateur descendit de la déchirure, son extérieur d'obsidienne lisse bipait et disparaissait dans la lumière visible alors qu'il scintillait, se pliait sur lui-même et se dépliait comme un tour de magie cosmique. Les arbres se penchaient loin de lui, les lampadaires clignotaient et s'éteignaient, et le chihuahua de mon voisin se mit à aboyer frénétiquement. Je me suis brièvement demandé si je devais l'offrir à la déchirure comme offrande de paix, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Le vaisseau s'est posé, si c'est le bon mot, sur le terrain de football du lycée derrière mon complexe d'appartements, pas très discrètement, mais en détruisant tranquillement la moitié des gradins dans une machine à vendre. Je suis resté là, à moitié caché derrière un hibiscus, regardant avec un mélange d'horreur et d'admiration. Dès qu'elle s'est sortie, j'ai su que c'était elle. Ses oreilles, maintenant ornées de petits nœuds lumineux et d'anneaux métalliques, et j'ai su que c'était elle. Son armure avait évolué, plaquée de circuits lumineux avec des bords tranchants, et ce qui semblait être une cotte de mailles spatiale caractérisait ses mouvements. Elle était silencieuse, gracieuse et dangereuse. Des circuits lumineux, des bords tranchantes, et ce qui semblait être une cotte de mailles spatiale caractérisait ses mouvements. Elle était de silencieuse, gracieuse et dangereuse. La dernière fois que je l'ai vue, elle saignait et était à peine consciente. Maintenant, elle marchait comme si elle possédait la gravité. Elle a scanné la zone 2 fois avant de fixer son regard sur moi, comme un missile traquant sa cible préférée. J'étais pieds nus, portant un T-shirt décoloré « I believe in pizza ». J'avais l'air d'un burrito humain au micro-ondes et elle me fixait. Me regardant comme si j'étais le centre de l'univers, j'ai levé la main maladroitement et dit « Salut, ça fait un moment ». Elle a alors fait 2 pas en avant, ses bottes écrasant l'asphalte brisé, puis s'est arrêtée. L'air était chargé d'électricité alors que nous restions silencieux. « Je ne t'ai jamais oublié, dit-elle, sa voix plus profonde et plus riche que je ne me souvenais, comme s'il y avait plusieurs versions d'elle parlant en même temps, légèrement désynchronisées. J'ai cligné des yeux alors que sa bouche s'ouvrait, et elle semblait demander « C'est une visite sociale ou tu es juste revenu pour critiquer mon sens de la mode? Hey, ça fait un moment. » Comme pour répondre à une question, le sol derrière elle se fissura, comme si une mauvaise idée était mise en action. Un cri perçant résonna d'en haut et un insectoïde mécanisé émergea des nuages, armé jusqu'aux dents et courant vers elle. En une fraction de seconde, elle tira une lame de son dos et la lança, créant un bruit rappelant un coup de tonnerre enveloppé autour d'une corde de violon. La lame fendit l'air et elle lança le drone dessus, qui explosa dans un nu de son nom, ne montrait aucune réaction, et elle se tourna vers moi. « J'ai besoin de toi. » Je répondis. « Je suis faible et encore très impressionné par les grandes femmes avec des armes. » Elle ajouta alors. « La galaxie est en feu, cool. » Je hochai la tête rapidement, comme cela arrive parfois quand je lis les nouvelles. « Oh non, tu viens avec moi. » Je ne peux même pas tenir 30 minutes sans avoir besoin d'une pause aux toilettes et tu veux que j'aille dans l'espace. Alors qu'elle s'approchait, je détectais une odeur inhabituelle. Évoquant l'ozone, le métal chaud et le subtil arôme de la mousse, tu m'as montré ta force quand j'en avais besoin. Et maintenant, je vais te sauver. Cela sonnait dramatique et puissant. Mais le hic, c'est que je n'avais pas demandé ton aide, et j'avais passé 10 ans à me dire que cela ne s'était pas produit. Maintenant, la voilà, descendant d'une fissure cosmique
pour m'inclure dans sa tournée de vengeance cosmique. Alors que je contemplais le terrain de football dévasté, les témoins horrifiés et les morceaux de drone spatial tremblant sur le sol, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Vais-je recevoir ?» Je me suis précipité vers mon appartement, comme si ma vie avait soudainement décidé que la normalité n'était pas importante. En seulement 7 minutes, j'ai réussi à rassembler toutes mes affaires essentielles. Une paire de chaussettes, une brosse à dents, mon ordinateur portable, parce que qui a besoin de Wi-Fi gratuit et d'espace, deux boîtes de barres de céréales et, pour une raison que je ne comprendrai jamais tout à fait, un canard en caoutchouc. Je pense que je mérite une sorte de louange ou un autocollant commémoratif pour mon efficacité. Je me suis précipité vers le champ où la commandante extraterrestre avait atterri son vaisseau spatial avec la désinvolture d'un chauffeur Uber. Vera se tenait près du vaisseau, les bras croisés et son armure brillant faiblement aux coutures. De chaque côté d'elle se trouvaient 2 Zelari, tous 2 plus grands qu'elle, leur armure scintillant comme de l'huile sur l'eau et leurs yeux brillants d'un bleu perçant. Ils m'ont tous les 2 regardé comme quelqu'un pourrait regarder un sac de course qu'il n'avait pas commandé, se souvient Vera. « C'est l'humain », dit l'un d'eux, sa voix crépitant à travers un dispositif de traduction dans son col. « C'est lui, n'est-ce pas? » Je suis un peu inquiet pour sa stabilité. Je l'admets, j'ai soufflé, une fois, j'ai dû porter un canapé entier. Certes, c'était un canapé 2 places sur 3 étages. J'ai pleuré après, mais c'est sans importance. Aucun d'eux n'a ri, mais Vera n'a pas pu s'empêcher de rire doucement. C'était comme entendre le tonnerre. « Viens », dit-elle, en me faisant signe de la suivre. Puis son vaisseau trembla avec un profond grondement résonnant alors que nous traversions l'intérieur élégant et faiblement éclairé, nous avons remarqué des panneaux de bleu sarcelle et de violet qui semblaient sculpter le sol en réponse à notre présence. Je suis trébuché seulement 3 fois, ce qui est en soi un accomplissement que je crois mériter une reconnaissance. Nous avons passé ce qui semblait être un centre de contrôle ou une station de jeu extraterrestre et sommes entrés dans une pièce avec des chaises qui n'étaient clairement pas conçues pour l'anatomie humaine. En m'approchant de l'une de ces chaises, c'était à la fois réfléchi et légèrement troublant. « Attends », dit Vera en prenant place sur un siège qui ressemblait à un trône. Avec un soupir audible, j'ai cherché une boucle, mais je n'en ai pas trouvé. Eh bien, je ne vois pas de ceinture de sécurité approuvée par la FAA à bord, dit le capitaine. Alors, asseyez-vous et agrippez vos organes internes. Je me conformais, agrippant l'accoudoir comme si j'allais être catapulté d'un grille-pain coûteux. Soudain, il n'y avait pas de compte à rebours, pas de grondement dramatique, juste un déplacement, comme si l'air se retournait à l'envers. Soudain, le ciel se courba sur le côté et la terre recula comme un décor oublié. Les étoiles se sont étirées en ligne, puis en courbe, et enfin en quelque chose que je ne comprends toujours pas. Les voyages dans l'espace, tels qu'on les imagine, sont loin des films. Au lieu du bruit habituel du moteur et du grondement, il y a un étrange silence qui presse contre vos oreilles. Vous avez l'impression que votre corps sait qu'il ne devrait pas se déplacer à cette vitesse. Vera m'a regardé et je lui ai fait un signe de pouce. Je donne à cette attraction 4 étoiles, en déduisant une pour le manque de collation. Elle sourit et quelque chose de chaleureux scintilla dans ses yeux. Les autres Zelari grognèrent et retournèrent à l'heure alors que les commandes murmuraient dans leur langue. Alors, j'ai finalement réussi à sortir mes mots.
Vous voulez peut-être expliquer pourquoi j'ai été soudainement enlevé comme un gagnant intergalactique? En réponse à ma question, le sourire de Vera s'est estompé et la lumière de la chambre a légèrement diminué, comme si elle répondait à son humeur. Il y a une guerre, continua-t-elle, une guerre qui n'a jamais pris fin. Mon peuple est dispersé. La rébellion est en train de mourir. Le trône Archon avance. La terre devait rester intacte. Insignifiante, impolie, mais ils m'ont trouvé. Ils continuaient à me traquer. Pendant ta suivi, et j'ai cligné des yeux, pensant « la terre n'est plus sûre ». Puis, sans fournir aucune assurance, elle a dit « tu es une variable ». Je ne peux pas imaginer être appelé un peut-être par quelqu'un brandissant une épée, mais tu as sauvé ma vie. Elle a continué. Ta présence peut en sauver beaucoup d'autres, où je vais trébucher sur une écluse et condamner tout le monde. Le vaisseau a légèrement tremblé, et un écran de visualisation s'est ouvert dans le mur, révélant un tourbillon d'étoiles et ce qui semblait être une énorme station construite dans l'astéroïde. La station débordait d'antennes et de plateformes, et les vaisseaux s'amarrent les uns aux autres. Le vaisseau glissa dans une baie avec une grâce impossible, guidé par des faisceaux de lumière qui semblaient être des mains invisibles. Alors que nous débarquions, j'admirais la taille du vaisseau spatial qui avait été en train de danser lentement avec des lumières métalliques et flammes comme une ville vivante. C'était la station Umber Rebel Command. Vera avait déclaré que nous accosterions et que nous te débrieferions. Mais j'étais en train d'être briefé, pas débriefé. Je gémis parce que le briefing impliquait des graphiques. Heureusement, j'ai pu supporter le briefing, qui impliquait un PowerPoint intergalactique. Il y avait des extraterrestres de toutes tailles et formes se précipitant autour de la station. Certains étaient en armure, d'autres en robe, et quelques-uns ressemblaient à des récifs coralliens vivants. Un cube flottant glissa près de nous, bipa poliment, et distribua ce que je pensais être du café. « D'accord, murmurai-je, c'est officiellement plus cool que Comic-Con. » Vera me guida à travers le chaos comme un glacier fendant une rivière, et tout le monde s'écartait. Des chuchotements nous suivaient, des mots dans une douzaine de langues emplissaient l'air. Un individu en basket et en sweat à capuche Star Wars, portant un canard en caoutchouc, ne cessait de me regarder. Luttant pour ne pas crier, je lui ai murmuré quelque chose comme « Peut-être que vous vouliez enlever le gars d'Interstellar. » Elle est restée silencieuse, puis s'est dirigée vers une porte scellée, sa paume reposant sur le panneau. Tu lui avais demandé une fois si les extraterrestres avaient des poumons, et j'ai froncé les sourcils. Elle a souri faiblement et a dit « Oui, nous en avons. Nous avons des poumons, des cœurs, des souvenirs et de l'espoir. » Alors que la porte s'ouvrait, je vis une carte galactique en feu. Je savais alors que je ne rêvais pas et que la guerre avait déjà commencé. J'ai essayé de me retenir de pincer le nez alors que Vera me conduisait à travers un labyrinthe de couloirs métalliques qui semblait avoir été conçu par un artiste obsédé par la désorientation et les angles droits. À chaque tournant, j'étais accueilli par un autre couloir grouillant d'êtres qui semblaient peu ravis de voir un humain en T-shirt. L'odeur de cannelle brûlée et d'huile moteur rappelait une ère de repos spatial, avec une étagère à épices agressives. Cela dit, la NASA, pas l'armée de l'espace. Certains d'entre eux étaient incroyablement grands et éthérés, comme des sculptures en train de fondre. D'autres étaient petits et épineux, comme des porcs épics spatiaux enragés. Alors que nous approchions, l'une des créatures est passée à côté de nous, soutenant un réservoir sur sa tête avec ce qui semblait être des gelées sensibles engagées dans une danse synchronisée.
J'ai fait un signe de la main, et en retour, elle a agité des tentacules formant « Bonjour » dans une police lumineuse et pulsante, ce qui ajoutait une touche agréable. Finalement, nous sommes entrés dans une chambre qui avait l'apparence d'une salle de conférence, mais qui était en réalité une exposition muséale sur la guerre. Les âges galactiques étaient représentés sur un mur par une immense carte holographique des zones de la galaxie, avec des lumières rouges, jaunes et vertes clignotant en arrière-plan comme une carte thermique céleste de désastre. Au centre de la pièce se tenait une table basse entourée de chaises auto-ajustables. L'une d'elles tenta de me lécher. Vera murmura quelque chose sur la sensualité des meubles. Je me retirai de ces meubles amoureux et vis 4 êtres dont l'un ressemblait à un tronc d'arbre flétri attendant à la table. Le deuxième portait des robes lumineuses qui cachayaient son visage. Le troisième était un hybride grenouille-le-ours trapu avec l'attitude d'un bibliothécaire grincheux, et le quatrième, à ma grande surprise, était presque humain. Il avait la peau sombre, des cheveux argentés et des yeux qui scintillaient comme si quelqu'un avait remplacé ses pupilles par de minuscules étoiles de neutrons. Il ne souriait jamais, mais il hocha la tête en ma direction comme si je n'étais pas une simple coïncidence. « Es-tu l'humain » demanda-t-il, sa voix à peine audible au-dessus des êtres grenouilles-ours. « Es-tu encore là » je répondis. Je ne savais pas comment réagir, alors j'ai offert un faible pouce, levé pour représenter l'équipe. L'homme aux cheveux argentés a pointé la carte holographique et l'invasion des Arcantrones dans les systèmes du secteur central et leur avancée vers le noyau ont émis un bruit de craquement qui aurait pu être un rire ou une indigestion. Elias, qui m'avait sauvé la vie sur Terre, a fait un pas en avant. Je lui dois une dette de sang et j'ai hâte de voir comment elle sera recouvrée. 2 de nos lunes relais ont envoyé des signaux étranges, et nous avons perdu le contact avec 6 avant-postes au cours du dernier cycle. Lorsqu'il toucha le contrôle, la carte se rapprocha d'une planète bleue et blanche avec 3 anneaux et une lune cratérisée en orbite trop proche. La pièce se remplit de statique, puis une voix se fit entendre, son discours déformé et inhumain, comme un grille-pain dévorant une cassette. J'ai attrapé une phrase « Ils se souviennent de l'humain ». Tout le monde me regarda, et je levai les 2 mains en signe d'honneur. Cependant, si un empire intergalactique prévoit de... J'avais l'impression que le karma ici était complètement disproportionné parce que j'avais aidé un extraterrestre blessé dans une forêt. Vera a dit symboliquement, stratégiquement, et j'ai plissé les yeux. Est-ce une sorte de prophétie? Suis-je choisi malgré mon manque de vêtements et de stabilité émotionnelle? L'homme aux cheveux argentés m'a dit que je n'étais pas choisi, mais que j'étais mémorisé, et c'est encore plus dangereux. Je ne savais pas comment répondre, alors je me suis assis dans une chaise non sensible et j'ai essayé de paraître stratégiquement précieux. Vera a continué. Le briefing faisait allusion à ARC et aux mouvements de troupes, aux perturbations des lignes d'approvisionnement et à quelque chose sinistrement appelé zone de floraison du vide. Je me suis abstenu de poser des questions à ce sujet car tout nom contenant vide ou floraison ne présage jamais rien de bon. Finalement, le groupe s'est dispersé, murmurant quelque chose à propos de stratégie et de planning. Vera est restée silencieuse, son expression impénétrable comme d'habitude. J'ai finalement demandé « Ça va ?» et elle a dit « Tu me rappelles une époque où j'étais faible et c'est difficile à porter. » J'ai hoché la tête. « Oui, je me souviens de ces moments tout le temps. Je les appelle juste mercredi. » Elle m'a regardé avec une expression inquiète. Me regardant, elle laissa échapper un rire bref et aigu.
Je ne pus m'empêcher de sourire et de demander « Alors, quoi de neuf ?» Elle a ensuite dit « Viens avec moi. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer, un de tes amis. » J'ai ressenti une pointe de jalousie lorsqu'elle a hésité, mais j'ai finalement accepté. Nous avons quitté la salle de guerre et nous sommes dirigés vers une section plus paisible de la station, où l'air était plus lourd et les lumières étaient tamisées à une teinte ambre apaisante. Au bout d'un long couloir, une porte s'est ouverte en grinçant, et à l'intérieur, nous avons trouvé une chambre faite de cristal et, au milieu des vignes vivantes, il y avait une figure mystérieuse ressemblant à un moine extraterrestre. Il flottait en tailleur et émettait une faible lumière bleue. En apesanteur, les yeux du moine étaient ouverts et fixés sur moi. « Toi, dit-il d'une voix qui ressemblait au vent sur la glace, et l'anomalie. » Et je murmurais sous mon souffle, « Oh là là, c'est reparti. » « Bienvenue, dit le moine. Au nexus de la tempête et quelque part au fond de la carte des étoiles, un secteur rouge s'éteignit comme une lumière qui s'éteint. La dernière confrontation eut lieu sur une planète que personne ne pouvait prononcer et encore moins survivre à la visite. Elle était officiellement répertoriée dans les archives Zari sous le nom de Karatu 9, que j'ai personnellement traduit par une boule de lave avec un trouble de la personnalité hostile. La surface était une tapisserie brisée de rivières en fusion, de pierres noires dentelées et d'air si épais de statique. Je me tenais au centre d'une crête de commandement, vêtue de la meilleure combinaison de combat que la rébellion pouvait rassembler. La combinaison scintillait comme de l'huile et était certainement trop serrée à certains endroits. Un casque flottait à proximité, tentant de se fixer à ma tête tout seul. Je l'ai repoussé comme un drone désobéissant. Vera se tenait calmement à mes côtés, imperturbable face à l'essaim imminent des forces arcanes, qui descendaient de l'orbite comme des gouttes de pluie noire. « Tu n'as pas peur ?» demandai-je, mon ton plus interrogatif qu'affirmatif. « J'ai toujours peur, » répondit-elle. Mais je suis aussi prête. Je hochais la tête solennellement puis brisais le silence. D'un autre côté, j'ai seulement peur avec une bonne dose de nausée existentielle. Ses longues oreilles se sont agitées une fois, mais sont ensuite restées complètement immobiles. Son armure, faite d'obsidienne, bourdonne maintenant avec des lignes de puissance bleu pâle qui pulsent comme des veines. En dessous de nous, sur les plaines brûlées de Karatowen, les forces arcanes déployaient leur siège, et le moine dont le nom s'est révélé être Chital, de la fenêtre infinie, flottait derrière nous, nous enveloppant dans le même silence lumineux qu'il émanait toujours. Il m'avait appris le étrange rythme lent du tissage de mémoire Zélari, et je pouvais maintenant théoriquement implanter une pensée directement dans un autre esprit. Malheureusement, ma meilleure tentative avait abouti à ce qu'un pilote rebelle ait une envie intense de gaufres en plein combat aérien. De grandes machines grouillantes avec des jambes comme des diapasons et des armes brillantes de champs d'entropie. Si cela semble terrible, c'est le cas, pouvaient y effacer des morceaux de réalité, comme appuyer sur supprimer sur une zone très spécifique de l'existence. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez découvrir à vos dépens. Alors, pourquoi sont-ils si fixés sur moi? J'ai demandé à nouveau, me baissant alors qu'un drone de reconnaissance passait au-dessus de moi. « Tu m'as donné le pendentif », dit Vera, un geste sans conséquence, une ondulation qui a modifié ma trajectoire. Il ne croit pas à la compassion sans but. Il pense, tu es une partie intégrante d'une équation plus profonde, donc je suis une anomalie statistique avec des bagages émotionnels. La grande Véa se tourna vers moi. Et tu es un miroir. Tu as conduit un guerrier à croire en la miséricorde.
J'étais sur le point de faire une blague sur le fait d'être le pire conférencier motivateur de la galaxie quand le ciel s'est ouvert comme du papier en feu. Le vaisseau amiral Arkan est descendu, anéantissant le soleil mourant, et la guerre a éclaté. Des faisceaux de lumière hurlaient des ordres dans 5 langues. Une créature gigantesque ressemblant à un lézard rugissait en passant à côté de moi, son canon à placement et une bandoulière, et criait « Pour le frit !» Vera fendait le champ de bataille comme une tempête en ligne droite. Ses mouvements presque poétiques, si les poèmes impliquaient des démembrements et des coups de pied tournant en plein vol. À un moment donné, je me suis retrouvé face à face avec le commandant Arkan, une figure intimidante. Je ne comprends toujours pas ce que cela signifiait, mais j'ai maladroitement ancré mes pensées dans la grille de commande, reçu des avertissements et des mises à jour et fait de terribles jeux de mots. Une masse massive de chrome et de mal, sa voix un bourdonnement strident de 3 fréquences superposées. « Tu es la variable », dit-il, la corruption dans le code. J'ai levé le pendentif à ma tête et j'ai essayé frénétiquement de connecter mes pensées effrénées à Vera, mais tout ce que je pouvais faire, c'était tomber en arrière, mon cœur battant désespérément. Soudain, elle apparut, interceptant le coup fatal avec sa lame qui transperça la poitrine d'Arkan. Choqué, le commandant se tourna vers moi et je ripostai. « Vous avez été informé par elle que vous m'avez transformé. » Quand le corps d'Arkan s'est effondré, le signal de contrôle a également disparu, laissant leur force en désarroi. Ils ont commencé à se retirer ou à se désactiver comme une marée, et la guerre, comme ils l'ont ensuite affirmé, ne s'est pas terminée ce jour-là. Cependant, la rébellion a eu sa chance, et le nom Elias de la Terre est devenu un hybride de légende et de mème à travers une centaine de mondes. Nous sommes retournés à la station Humber des semaines plus tard, et Vera semblait plus calme, avec un nouveau sens du commandement. Une fois, alors que nous observions un géant gazeux tourner lentement à travers le dôme d'observation, elle a lancé l'invitation à rester. Je réfléchissais aux étoiles, aux particularités, aux cubes de café qui avaient mémorisé ma commande, mais je désirais la Terre, sa gravité, son inconfort et ses aliments pour le petit déjeuner. « Je crois que je dois rentrer », remarquai-je. « Tu as un empire à restaurer et j'ai un rendez-vous chez le dentiste le mois prochain. Je te retrouverai, humain, » dit-elle avec un sourire. J'ai touché le pendentif et je ne t'ai jamais oublié non plus. Quand je suis retourné sur Terre, 10 livres plus légers et plusieurs années-lumière plus confus qu'avant, personne ne croyait un mot. J'ai gardé le pendentif et parfois j'en entends un léger bourdonnement. Parfois, je rêve que Vera rit et tard, dans la nuit, je regarde les étoiles et je me demande si mon but dans la vie n'était rien de plus qu'une ondulation dans le courant de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, je me souviens de ces mots. Comment un simple acte de gentillesse peut changer le cours d'une galaxie. Et cela me rend heureux parce que je ne peux m'empêcher de me demander si je n'étais pas toujours une erreur, et plutôt le code qui a changé la conclusion.